Bienvenue dans l'émission La Lucarne de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler halal. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le plateau deux entrepreneurs de renom que sont Mohamed Iqbar Shafajoul à ma droite, qui est le fondateur de la célèbre marque Délices Iqbal, et Seif Guetaoun, qui est le gérant fondateur de la boucherie La Loyau. Donc pour les présenter rapidement, en tout cas leurs activités, leurs enseignes, leurs marques, Délices Iqbal, c'est une marque qui est connue puisque c'est de la charcuterie de qualité avec du travail authentique, artisanal, etc., etc. Je rappelle sans VSM, donc sans viande séparée mécaniquement. On va en parler. Quant à la boucherie La Loyau, qui existe depuis maintenant 2-3 ans, le fondateur est là, on va en parler. Donc c'est du haut de gamme, de la viande maturée, de la viande de race, etc. Authentique, la viande bio et autres. Donc on va en parler. Donc avant de commencer l'échange, donc on va parler du halal, du marché français, du marché mondial, de toutes les problématiques, les thématiques qu'on connaît, telles que la certification, le halal, la fameuse VSM, donc la viande séparée mécaniquement, qu'aujourd'hui, malheureusement, les consommateurs musulmans consomment de plus en plus. On va un peu parler de votre parcours. Je vais commencer par vous, Iqbar. Donc rapidement, comment vous êtes arrivé dans le halal? Donc c'est dans le début des années 80, ça ne nous rajeunit pas, mais aujourd'hui... Mais les halal, pour moi, en tant que musulman, à la base même, je suis musulman, après appelé à vivre du halal. Et moi, je suis la famille, fils d'un parent boucher. D'accord. Je connais bien la viande. Donc votre papa était boucher. Boucher. D'accord. Et ma formation de boucherie était faite à l'île Maurice. D'accord. Je suis venu en France, j'ai travaillé dans la boucherie cachère. Ok. C'est à partir de là que donc avec nos cousins de la communauté juive en l'occurrence, d'accord. Et là, j'ai parti dans la qualité, les produits qualité, parce que j'ai constaté dans les commerces musulmans, il n'y avait pas de la qualité, il y avait des faux halal. Donc ça, c'est en 1900, début des années 80 81, 82, 83. D'accord. En 84, j'ai ouvert ma première boucherie. D'accord. À Belleville. J'ai gardé la boucherie 1 an et demi. J'ai constaté que les clientèles n'étaient pas encore assez pour acheter la viande qualité. J'ai arrêté la boucherie, je faisais du saucisson. D'accord. À partir de là, j'ai commencé à faire du saucisson, j'ai livré dans les boucheries. Dans Belleville, le premier, c'était Belleville, Barbès. Quelques clients à Barbès et à Nanterre. Et c'est là le lancement de la marque Délices Iqbal. Là, vous lancez à ce moment-là, d'accord. Et vous commencez à livrer en fait les revendeurs, donc les boucheries, etc. Donc c'est là. Donc là, on est en quelle année? Là, on est arrivé en 86. 86, d'accord. Donc, on est arrivé en l'année 86 et après en l'année 80, j'ai resté à Belleville dans une autre boutique un peu plus grande. D'accord. J'ai resté jusqu'à l'année 95. Puis après, la marque, elle est devenue on va en parler, elle est devenue une marque importante, etc., reconnue pour la qualité, pour ce travail artisanal, authentique, etc. Donc en gros, boucher de père en fils, vous arrivez de l'île Maurice, vous lancez votre boucherie, et après, une suite logique, vous lancez la marque Délices Iqbal, suite à un constat que vous faites, entre guillemets, vous me corrigez si je me trompe, faux halal, et enfin... Vous estimez, alors il faut utiliser les bons termes, mais vous estimez que c'est pas ça, et en même temps la qualité, vous lancez la marque Délices Iqbal. D'accord, très bien. Donc là je me retourne vers vous, Seif. Vous alors votre parcours. Alors c'est intéressant de relater votre parcours. Pareil, vous avez une formation de boucher, etc. On vous écoute. Salam alaikum. Pour moi, en fait, je suis arrivé en France en 1990. Je suis originaire d'Éthiopie, d'une mère éthiopienne italienne et d'un père éthiopien. Donc j'ai poursuivi mes études tout à fait normalement, jusqu'à l'âge de 17 ans et demi à peu près. Par la suite, je cherchais un métier à exercer pour rentrer dans la vie active et je me suis renseigné sur la boucherie et ses débouchés. Donc j'ai commencé la boucherie en 2005. Donc j'ai passé mon CAP en candidat libre et été formé de manière tout à fait classique dans les boucheries donc, françaises non musulmanes, puisque je n'étais pas musulman, j'étais catholique de confession à cette époque. Par la suite, après avoir exercé quelques années dans des boucheries aux alentours de Versailles, Le Chesnay, Roconcourt, Saint-Germain-en-Laye, des belles boucheries qui proposaient des produits haut de gamme, ce qui m'a permis donc là, durant ces années, vous apprenez le métier. Enfin, vous avez votre formation théorique, mais là, c'est l'expérience, l'expertise que vous arrivez à acquérir. Tout à fait. Donc j'ai eu l'idée de me mettre à mon compte, mais entre-temps, par conviction personnelle, je me suis converti donc, à l'islam.
alhamdoulilah. Donc, par la suite, j'ai travaillé dans le halal, tout à fait logiquement. D'accord. Pour que ça corresponde à mon éthique islamique. Tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là, en 2008, donc, que j'ai fait le constat de ce que c'était le marché halal et la boucherie halal qui était proposée à cette période-là. Et je voyais qu'il manquait... Et là, vous faites un constat, le constat cru qu'on fait tous, oui, tout à fait. Tous les produits que j'avais connus auparavant, je ne les retrouvais pas, alors que c'est des produits français, nés, élevés, abattus en France. Et on est reconnu pour cet artisanat mondialement. Ah oui. Voilà, surtout il y a un vrai savoir-faire. Tout à fait, surtout sur la boucherie, encore plus que sur les autres métiers gastronomiques, on va dire. D'accord. Voilà, donc je me suis mis à mon compte là, vous incessamment lancez, sous peu. Voilà. En 2008, ma conversion. En 2010, une première boucherie, la Ville-Tanneuse, que j'ai tenue 3 ans. J'ai revendu en 2013 pour passer à l'étape suivante, qui était la qualité au-dessus, ce que j'ai toujours voulu faire. Je préparais en fait que ce soit la main-d'œuvre ou l'approvisionnement de ces produits. Donc là, vous lancez donc la boucherie La Loyau. C'est ça, à Villeneuve-la-Garenne en 2015. D'accord. Donc rapidement, on va commencer par vous et puis après, il va vous expliquer. Au niveau de alors, le concept, qu'est-ce qu'on trouve dans la boucherie La Loyau? Rapidement, vraiment en 2 mots, parce qu'il faut qu'on avance. Alors, premièrement... Quel est votre... Enfin, c'est quoi vos éléments de différenciation? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve? On s'est fait un cahier de charge interne qui est de faire que des produits français nés, élevés, abattus en France. Pour la grande majorité, à quelques exceptions près. Si on trouve des produits d'exception ailleurs, comme une charcuterie qu'on a d'Andalousie, Balkis Gourmet, pour ne pas la nommer. Sinon, au-delà de ça, on fait que de la race à viande et que des femelles. Donc les femelles dans le bovin, c'est ce qu'il y a de meilleur. Le mâle, justement, c'est ce qui se fait à 80% chez les musulmans, mais qui est moins qualitatif. Donc là, vous êtes directement, en l'occurrence, pour tout ce qui est bon, vous êtes directement en liaison, en relation avec les agriculteurs? Alors, on a 2 types d'approvisionnement, ou en abattoir, avec des abattoirs qui ont déjà des certifications connues et reconnues, avec un cahier des charges qui nous correspond, sans assommage, sans électronarcose pour la volaille et autres. Donc, avec ces abattoirs-là, qui sont déjà existants, et pour les produits plus exceptionnels et beaucoup plus rares, qu'on ne propose pas dans ces abattoirs-là, on va en direct éleveur, voir des éleveurs, même leur donner un cahier des charges à suivre au niveau de la nutrition pour qu'on arrive à un rendu voulu de notre part. Voilà. Et on achemine la bête et on la sacrifie de façon rituelle. Délices Iqbar, en quelques mots, alors c'est parce qu'il y a un savoir-faire, hein, c'est ça qu'aujourd'hui on connaît par rapport à d'autres marques qui font aussi de la charcuterie, qu'on trouve en grande distribution, il y a un savoir-faire qui est authentique, qui est artisanal. Alors c'est quoi le concept? Moi j'étais boucher, je connais bien la viande. D'accord. Et j'ai choisi la qualité des viandes pour faire la production. Déjà la qualité de la viande. J'ai fait une formation de la charcuterie. Et déjà dans le cachère, je faisais la charcuterie. J'ai fait une formation après en dehors, c'est les Européens, c'est les Français. D'accord. Après j'ai suivi une formation pour l'apprentissage pour fabriquer la charcuterie. Comme je suis assez autodidacte, je connais bien la cuisine, j'ai un peu adapté. Et je suis arrivé à faire des produits depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, comment vous arrivez à faire des produits? C'est des produits de qualité. Bon, déjà, dans vos produits, il n'y a pas de viande sans VSM. Sans VSM. Sans colorant. Sans colorant. D'accord. Sans VSM, sans colorant. Et après, il y a un savoir-faire. Enfin, vous n'allez pas le partager avec nous aujourd'hui, mais il y a des recettes que vous avez inventées, que vous avez mis en place. C'est vous qui avez mis en place? Des recettes, j'ai mis au point. Parce qu'il y a déjà dans la production, je ne cherche pas la rentabilité du produit, je cherche la qualité du produit. La qualité du produit. Donc là, vous avez mis en place, vous avez inventé en fait des process, d'accord, artisanaux, etc., qui permettent, au-delà de la matière première, la technique de production. La technique, voilà. La technique de production, j'ai eu beaucoup de contact avec les Allemands et les Français dans les réglages de machines, les réglages de fours. J'ai eu beaucoup des amis qui m'ont aidé. D'accord. J'y arrivé, quoi. D'accord. Donc aujourd'hui, on a un produit qui est de qualité, qui est authentique, qui est fait de manière artisanale. Les produits d'Hélice Iqbal, malheureusement, moi je suis un consommateur, hein, mais malheureusement, on ne les trouve pas en grande distribution, etc. On les trouve aujourd'hui dans la boutique à Pantin, sur le site internet, chez certains revendeurs. Et moi, j'avais une conviction pour faire du halal, on ne peut pas rentrer au grand surface. Parce qu'il y a cahier des choses, c'est difficile à respecter. Parce que si tu as un contrat de 25 tonnes de produits à faire en halal,
t'as 10 tonnes de viande, comment tu vas faire? C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de rentrer parce que c'est eux qui imposent un prix, un bas prix. Et là, tu vas détruire la qualité. Oui, tout à fait. C'est pour cette raison qu'on n'est pas dans les grandes surfaces. Ah, c'est vrai que les grandes surfaces, voilà, quand d'un côté. C'est pas l'argument des ventes, parce que quand tu vois, si on va développer dedans, quand tu as des musulmans qui viennent chez toi, il est en face de toi, c'est un musulman qui achète du halal. Quand il va à la grande surface, il achète au comptoir. Il achète un ticket halal. Là, vous avez le contact avec le client. Ce que vous voulez dire, c'est que voilà, il y a le contact avec le client. Et nous, en tant que commerçants, nous-mêmes, on a des contacts. D'accord. Au service direct. Donc on parle du halal, pareil, hein, là on débat, on échange. Aujourd'hui, c'est un business dont on parle beaucoup, le halal. Hein. Il y a plein de chiffres qui sont lancés, etc. Moi, il y a des questions que j'ai envie de vous poser. C'est tout simplement quel constat? Saïf, en l'occurrence, aujourd'hui, quand on vous parle du marché du halal en France, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Quel constat vous faites en tant que professionnel? Il y a 2 points à voir. Si c'est au niveau du chiffre d'affaires, il est en constante progression, comme on le voit, donc c'est plutôt positif. Maintenant, ce qu'il faut améliorer, ça c'est le 2e point, ce serait peut-être la qualité des produits proposés et la transparence sur ces produits, sur la manière d'être fabriqués et puis la provenance des viandes. D'accord. Voilà, c'est ça qu'il faudrait améliorer. Donc, et troisièmement, un 3e point, c'est de se former assez pour pouvoir prétendre être artisan. Donc revendre des produits qu'on connaît et dont on connaît le procédé de fabrication. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que tous les revendeurs ne sont pas forcément du métier. Parfois il y a des hommes d'affaires qui ne sont pas bouchers ou autres et qui ouvrent des boucheries. D'accord. C'est ça qui est important. Pour vous, Iqbar, justement, par rapport à la délice Iqbar, on en parlait tout à l'heure en off, dire que vous mettez un point d'honneur à tout ce qui est formation. Vous estimez qu'aujourd'hui, dans le métier, il n'y a pas de gens qui sont assez formés. Dans votre entreprise, par exemple, les gens, voilà, ils sont formés. Ils ont 18 ans avec moi. D'accord. Il y a des ouvriers qui sont restés 18 ans, 15 ans, 18 ans avec moi. Ils sont formés. Et ça fait marcher la société, ils respectent mon point de vue. Là, oui, là, ce que vous avez mis comme process. Ils respectent, c'est pour ça. Et au niveau, alors on va commencer, parce que vous disiez, quand on parle, le constat qu'on fait, c'est aussi c'est l'origine. Dire que la matière première, j'imagine que vous vérifiez, vous validez. Il faut savoir acheter la matière première avant dans la qualité. Tout à fait. C'est pas acheter un prix. Parce que si on achète un produit qui a un prix, on n'achète pas la qualité. C'est pas parce que c'est de la charcuterie, il faut acheter la bas de gamme. C'est pas parce que c'est la charcuterie, il faut prendre la vaste laitière. Tout à fait. C'est ça les billes. Nous, on est du métier. On fait attention en tant que musulmans du métier. Mais il y a des hommes d'affaires qui, comme il a cité CF, qui ne sont pas du métier. Pour eux, c'est des hommes d'affaires. C'est un prix et n'importe quoi. Oui, mais aujourd'hui, parce que vous essayez de faire de la qualité, mais est-ce que la majorité n'est pas dans votre cas? La majorité aussi, aujourd'hui, des acteurs. C'est-à-dire qu'on trouve de tout, entre guillemets, n'importe quoi, même si j'aime pas le terme, dans le halal aujourd'hui. La question serait comment faire pour changer cela? La clé, c'est l'information. Donc, à savoir que ces industriels-là, si aujourd'hui ils ne s'imposent pas cette qualité ou cette éthique, d'éliminer par exemple la VSM, ce qu'il faudrait faire, c'est renseigner assez le client final, donc le consommateur musulman, de ce que c'est que la VSM, et par la prise de conscience, automatiquement, s'ils ont une pression de l'acheteur, donc les produits proposés changeront. Encore une fois, la VSM, donc viande, vous pouvez nous expliquer, alors vous en l'occurrence, ce que c'est, peut-être l'un et l'autre, viande séparée mécaniquement, c'est quoi exactement? Parce qu'on parle d'informer, c'est quoi exactement? Qu'on comprenne bien. Alors, la viande séparée mécaniquement, c'est en général, on va prendre l'exemple du poulet. Donc sur un poulet, vous voyez bien qu'il y a des filets de poulet, la poitrine. On enlève cela, on les vend à part, en détail, les cuisses, les ailes, et il reste la carcasse, sur laquelle est accroché un petit peu de viande, la peau, les cartilages et autres. Cette carcasse est vendue à très bas prix, parce qu'elle est destinée normalement à ne pas être consommée. Elle est impropre à la consommation. Si on veut faire un minimum attention à notre santé, c'est pas ce qui est recommandé, ça c'est sûr. Hein. Tous les professionnels nous le diront, de la santé ou de l'industrie agroalimentaire. Donc, ceci est vendu à un prix très bas, ce qui permet de fabriquer et d'avoir un coût de production et de produits finis très bas. Et c'est là où intervient la charcuterie,
en l'occurrence, qui va être mélangé à des colorants, à d'autres épices, et conservateurs et autres, et qui va être transformé. Donc une fois transformé, on ne reconnaît pas ce produit, il est étiqueté sous l'appellation VSM, viande séparée mécaniquement. Elle n'est pas que séparée, elle est broyée à haute pression, et dedans on peut se retrouver de la peau, ou du cartilage, ou de l'os. D'accord. Voilà. Et c'est ces produits qu'on retrouve, hein, c'est ça, Iqbal? C'est ces produits qu'on retrouve, vous savez, sous forme de ce qu'on appelle les saucissons, qu'on retrouve dans tous les supermarchés, qui valent 1 ou 2 € pièce. Non, ça vaut 70 centimes. 70 centimes. Et pour moi, la VSM, au départ de la VSM, c'était la poubelle des abattoirs. C'était les carcasses. Volaille séparée mécaniquement, c'est pas viande. Volaille séparée mécaniquement. C'est pour ça qu'il s'appelle VSM. J'ai tiré parce que la VSM, dans le bœuf, il n'y en a pas. C'est interdit. Dans les moutons, c'est interdit. Qui dans la volaille, qu'il y en a, et dans le porc. C'est nous, donc à l'origine, c'est destiné à la poubelle. Dans les cahiers de charges des fabrications de charcuterie, c'est interdit dans les cahiers de charges français. La VSM, c'est autorisé 30% dans les hot dogs, que du hot dog, dans les cahiers de charges français. Pour les musulmans, il n'y a pas de cahier de charges. Dès que tu mets un ticket halal, il n'y a aucune loi. C'est pour ça que les gens qui font du caché à la VSM, ils arrivent à les faire. Depuis en Hollande, ils fabriquent, en Belgique, ils fabriquent, en France, ils fabriquent, en Angleterre, ils fabriquent. Tous les pays d'Europe, ils fabriquent pour vendre avec les musulmans. D'accord. Parce qu'ils ont un ticket halal là-dessus. Mais d'accord. Donc aujourd'hui, la VSM, pour bien comprendre, on la retrouve que chez les musulmans? C'est les musulmans dans les commerces. D'accord. Là, aujourd'hui, la VSM, il est transformé en nuggets, cordon bleu, saucisson, mortadelle. Les saucissons, même dans les jambons en fait. Même dans les jambons de volaille, ils ont mis 30%, 40% pour faire un prix très bas. Mais alors pourquoi est-ce que les musulmans consomment encore de la VSM? Parce qu'ils ne sont pas... moi, ça fait 35 ans depuis que j'explique la VSM. C'est impropre à la consommation. Vous avez 35 ans, vous dites que c'est pas bon, que c'est impropre. J'ai dit c'est impropre à la consommation. Mais on vous entend pas assez, hein. J'avais 35 ans, j'explique aux gens, je dis... Jusqu'à aujourd'hui, les gens posent la question, c'est quoi la VSM? Les musulmans, quand on va toucher à leur portefeuille, ils ne comprennent plus. Mais est-ce que vous pensez, donc je vous pose la question, est-ce que vous pensez que les musulmans, s'ils étaient informés des méfaits de cette matière première impropre à la consommation, bien qu'il y ait un prix hyper intéressant, est-ce qu'ils achèteraient quand même le produit s'ils étaient informés? Très peu, je pense, très peu. Donc c'est un problème d'information. Justement, alors l'information, au passage, je salue M. Iqbal d'avoir fait ce travail, d'avoir été le précurseur dans ce domaine. Depuis des décennies. Depuis des décennies, j'étais à peine né quand il a commencé vous ne savez même pas ce que c'était que la VSM. Ce combat, tout à fait. Voilà, il était bien avant la mode de la discussion de la VSM, opposé à cela, et il l'a prouvé par son travail. Et pour revenir aussi à Oumma TV, vous avez reçu avant nous donc un acteur du halal qui était Bilal de l'association Ashahada, qui eux aussi, dans leur cahier des charges, ne font pas de VSM. Et par cette émission, on a pu constater qu'il y a des changements dans les comportements des achats des consommateurs musulmans. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est continuer à faire cette information. Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on lance un appel. Mais est-ce que les acteurs, parce qu'on peut en parler, les acteurs, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du halal, on peut pas, on est obligé, il y a les industriels, il y a les distributeurs, il y a les fabricants, mais il y a aussi les organismes de certification. Les organismes de certification, est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas un devoir? Est-ce qu'ils ne doivent pas communiquer? Parce qu'il y a certains organismes, on peut les citer, on les a cités dans d'autres émissions, il y a aujourd'hui certains organismes connus et reconnus qui, eux, acceptent de certifier le produit matière première VSM et d'autres pas, qui en ont fait leur leitmotiv, leur communication. On parlait de Shahada, aujourd'hui, eux, ils certifient que des produits qui ne sont pas à base de VSM. Mais d'autres, beaucoup d'autres, ils ne le font pas. Est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité, clairement? Alors, à un moment donné... Une responsabilité, certes. Maintenant, il faut séparer deux choses, il faut bien nuancer. J'entends quand même des échos d'intervenants, alors pas obligatoirement des connaisseurs du domaine, mais j'ai entendu plusieurs fois dans plusieurs médias. Il ne faudrait pas aller aussi jusqu'à ce point. Des musulmans dire que s'il y a de la VSM ou si la viande n'est pas élevée de façon pratiquement bio, et autres, elle pourrait être considérée comme non halal. Là, c'est une idée tout à fait fausse. Donc, islamiquement, c'est faux. Il n'y a aucune preuve de cela. Et il faut le dire. Et il faut, halal, haram, ce que vous disiez, il faut laisser ça
au savon. Tout à fait. C'est eux qui peuvent s'exprimer. Mais chaque domaine, ses intervenants qualifiés. Donc dans l'islam, c'est les savants et c'est à eux de déterminer avec des preuves ce qui est halal ou haram. Donc je rappelle cela à mes frères et sœurs. Oui, mais Saïf, si je peux me permettre, ce qu'on nous explique, c'est que, on pourra rester sur le terrain islamique. Aujourd'hui, un produit islamiquement, on ne peut pas dire islamiquement, entre guillemets, ce qu'on veut à son frère ou musulman, ou même un consommateur, quel qu'il soit, musulman ou pas, un produit sain, il ne doit pas y avoir de la VSM. Quand on sait que c'est du cartilage, quand on sait que c'est des restes, qu'on a broyé. Vous voyez ce que je veux dire? Dire que... Alors, on est bien d'accord, je suis moi-même opposé à cela, mais j'ai juste fait la nuance entre dire c'est haram, ou alors dire il vaudrait mieux ne pas en mettre, éthiquement, islamiquement, et que ce soit sanitairement, et ainsi de suite. Donc, conseiller et orienter le consommateur à ne pas en consommer. Mais est-ce qu'en tant que musulman, justement, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, on ne devrait pas tendre vers une disparition totale, c'est-à-dire la suppression de la VSM, comme vous le faites vous, comme aujourd'hui, Idriss Iqbal le fait depuis des décennies. Mais il y en a d'autres, parce que quand vous regardez les étals, c'est impressionnant. Moi, je vous invite, enfin, vous le savez tous, vous allez dans les grandes surfaces ou dans les magasins, etc. C'est énorme, la VSM, il y en a partout. Je vais couper ce qu'il y a, je vais vous dire. La VSM, qui les pratique le plus? Ce n'est pas les musulmans. C'est les non-musulmans qui fabriquent les produits, qui n'ont même pas l'usine de fabrication, qui donnent à fabriquer. D'accord. Avec un ticket halal. Et les certifications qui est plus motive parce qu'ils cautionnent ça. C'est les non-musulmans qui fabriquent les AVSM le plus. Mais il y a quelques musulmans aussi. Il y a quelques-unes musulmans. Mais au final, c'est le consommateur. Est-ce que... Le consommateur qui est plus concerné, parce que c'est lui qui achète. C'est lui qui consomme. Si demain il n'achète pas, le fabricant ne peut pas fabriquer. Donc quel appel vous lancez justement? Alors là, allons-y. Qu'est-ce qu'on dit aux consommateurs? Moi j'ai dit aux consommateurs, regardez les étiquettes, parce qu'il y a 3 termes. Qui met la VSM en 3 termes. Il met VSM, viande séparée mécaniquement, ou des gros grains, volaille. 3 termes ils utilisent pour briller la piste. Gros grains aussi? Gros grains. Ouais. VSM, ou viande séparée mécaniquement. On n'achète pas, clairement. Ça, il ne faut pas acheter. Et ces produits-là, ils sont plus beaucoup, la plus quantitative qui est fabriquée, c'est les non-musulmans qui commercialisent ça le plus. C'est les musulmans qui les suivent, c'est pour perdre le marché. Et le consommateur musulman, lui, il y a halal, il achète, il consomme. Moi, je vais vous raconter une anecdote. 5 frères musulmans viennent chez moi, ils discutent les halal avec moi. Tous, ils sont plus halal que l'autre. J'ai rencontré un dans le Carrefour, il achète les produits halal avec ticket. Je lui ai dit, tout à l'heure, tu étais chez moi. Tu m'as discuté des halal. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il me dit, c'est la facilité, c'est les prix. Par contre, on constate aujourd'hui, Saïf, qu'il y a quand même, il y a une évolution, il y a une tendance positive, puisqu'il y a votre initiative, celle de Iqbal depuis des décennies, la vôtre, il y a, pour parler d'un concurrent ou un confrère, les jumeaux pas très loin qui ont aussi lancé Boucherie Bio. Enfin, il y a des initiatives. Donc, c'est-à-dire que le consommateur de confession musulmane, consommateur français, il est demandeur. Il veut monter en gamme, il veut de la qualité aussi. Il a le droit d'attendre de la qualité. Les jeunes d'aujourd'hui, la nouvelle génération, oui. Ils sont d'accord. Ils ont fait les pas. Parce que l'ancienne génération ne mange plus. Ils mangent moins de viande. Je suis optimiste quant au changement parce que, comme a dit M. Iqbal, les jeunes se renseignent beaucoup plus. Maintenant, on est à l'ère des médias, des réseaux sociaux, d'Internet et autres. Donc, ils se renseignent beaucoup plus et l'information est beaucoup plus accessible. Donc, le changement peut s'opérer plus facilement. Il suffit juste de déclencher. Vous le ressentez à votre niveau dans la boucherie, c'est-à-dire vous voyez que les gens consomment, vous avez des nouveaux clients, etc. Il y a une effervescence, il y a un enthousiasme. Puis il y a des convertis au non-VSM, à la non-VSM tous les jours. Il suffit d'être informé. Dès qu'on leur dit, le jour d'après, ils n'en achètent plus. D'accord. Oui, et puis par rapport, je veux dire, votre activité, on en parlait tout à l'heure, elle croît, parce que vous envisagez de développer. Alors vous m'expliquiez tout à l'heure que y a un laboratoire qui est en préparation. Prochainement, un laboratoire pour servir tous les professionnels, donc les restaurateurs et autres, avec une livraison proposée. Et aussi peut-être d'autres points de vente si on pour parler. D'autres, on va dire, magasins La Loyau. Tout à fait, en France et à l'étranger.
Très bien, bah c'est ce qu'on vous souhaite de mieux. On va parler vite. Alors, une question qui est importante, là, on va parler revenir sur le marché en général. Aujourd'hui, on est en France, c'est quand même le pays, on va dire, par excellence de l'industrie agroalimentaire et surtout de la gastronomie française. Quand vous voyagez, bah oui, on vous parle de cuisine, etc. Et pourquoi, aujourd'hui, on n'est pas reconnu dans le monde, il y a d'autres pays qui le sont, mais pas la France, on n'est pas reconnu en tant que tel. On n'est pas reconnu plutôt comme un leader dans le domaine de l'agroalimentaire halal. Donc je vous disais, s'il s'agit du débit, c'est sûr qu'il y a d'autres pays aujourd'hui qui vont être en avance, comme bientôt la Chine, qui est en cours de progression sur le halal, et la Malaisie. D'autres pays, mais il y a des pays comme le Japon, le Brésil. Alors après, quand on parle de qualité, par contre, on est toujours reconnu en France en tant qu'acteur de qualité, avec des produits exceptionnels qu'on trouve rarement ailleurs. D'accord. Pour les produits halal, j'entends. Pour les produits halal, c'est en cours. Moi, je parle pour les produits français non halal. Là oui. Voilà. Maintenant, pour les produits halal, c'est en cours. D'accord. Mais il y a encore un changement de mentalité qui s'opère en France. Et puis, il y a des contrats aussi à l'étranger qui sont tenus par des monopoles qui sont déjà en place. Halal et non halal confondus, donc il est difficile. Mais c'est dommage de ne pas profiter quand même de cette synergie. C'est en France, on est quand même dans le pays du savoir-faire au niveau industriel. Est-ce que l'État... Non, comme j'ai dit, c'est gastronomie et qualité français, on peut exporter. Tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi on n'arrivait pas. Parce que les acheteurs dans les pays musulmans, ils ne sont pas des musulmans. Ils te posent des questions, des difficultés pour le vendre. Non, aujourd'hui, il y a un problème d'organisation parce que vous m'avez expliqué en off qu'aujourd'hui, il y a la certification qui compte. Et quand vous allez, par exemple, au Moyen-Orient, qui est un marché important, qui absorbe, puisque, par exemple, ils vous disent non, mais c'est qu'aujourd'hui, les organismes de certification reconnus, par exemple en Arabie Saoudite, aux Émirats, c'est qui? C'est la mosquée d'Evry, mosquée de Lyon, mosquée de Paris. Donc quand vous êtes Shahada, AVS, etc., en l'occurrence, pas d'électronarcose avant ou après, vous passez pas. C'est ça. C'est l'une. Mais c'est un problème d'organisation. Mais là, est-ce que les acteurs arrivent à discuter, justement, Saïf? Il faut une volonté de la part de l'acheteur de travailler. Donc, je veux dire, c'est un problème d'organisation. Pourquoi aujourd'hui les acteurs, les organismes ne discutent pas entre eux, n'arrivent pas à mettre en place une charte unique? C'est en discussion, mais c'est très difficile. Les intérêts sont divergents parfois, et les points de vue aussi. Donc, c'est très difficile de mettre tout le monde d'accord. Ne serait-ce que sur la définition du halal en France, déjà. Parce qu'aujourd'hui, on peut étiqueter halal quelque chose qui a été abattu de façon électronarcosée ou autre. Ça, c'est incroyable. Il n'y a pas une charte. Et ça arrange beaucoup. Il y a beaucoup de produits. Regarde, on va expliquer un produit comme la dinde. On n'arrive pas à avoir la dinde sans électronarcose en France. La dinde? La dinde. Sans électronarcose? On n'arrive pas. D'accord. Il faut aller en Roumanie, ou en Pologne, ou en Hongrie. On rappelle, parce qu'on parle d'électronarcose, qu'on comprenne bien. Là, parce qu'il y a des textes de loi. Aujourd'hui, on ne peut pas égorger sans électronarcose en France. C'est pas une loi, c'est un décret, tout à fait. Oui. Il y a une dérogation possible, mais c'est difficile. Et l'État, aujourd'hui, ne facilite pas cette aucun laboratoire pouvait prendre des risques. Si, il y a une dérogation pour le Beddin, pour la communauté juive, on est d'accord. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire sans électronarcose. En dérogation. Pour le halal, c'est pas le cas encore. La quantité, c'est pas énorme. Il prend un abattoir, toute l'année, il fait sans électronarcose. D'accord. Il y a une question de débit et un cahier des charges qui est installé. Au départ, quand vous avez des petits abattoirs avec un petit débit, on ne s'occupe pas trop de vous. Donc, vous avez une dérogation, ça peut aller. Maintenant, si vous augmentez la cadence, ils imposent un nombre de temps entre chaque volaille pour qu'elle ait le temps de mourir sereinement, d'après donc leur dire. Donc, si vous accélérez la cadence, il n'y aura pas ce temps de respecter. C'est ce qu'ils vont donc prendre comme prétexte pour dire qu'on ne peut plus pratiquer l'abattage rituel. D'accord. Voilà. Alors, on arrive sur la fin. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes des professionnels, vous êtes du métier, voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les axes d'amélioration? Alors, au niveau du halal, au niveau de la VSM, alors, plusieurs questions en une, mais on va peut-être... Qu'est-ce qu'il faut améliorer aujourd'hui? Quel axe d'amélioration? Saïf? Alors, dans un premier temps, on est musulman, donc on a une éthique. Donc, en premier, on sait que tout se fait par le fait d'une intention pure à la base. Donc il faudrait que
chacun prenne conscience de ses responsabilités quand il vend un produit, qu'il soit renseigné sur ses droits et ses obligations, islamiquement parlant et même étatiquement parlant, si on peut dire. Donc, c'est le premier lieu à améliorer, connaître son métier avant de se lancer dans un métier. Souvent, je dis cela en connaissance de cause. Ben oui. Voilà, donc on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas de ce métier-là, donc l'amour n'y est pas dans la fabrication. On voit que le rendement, on ne peut pas obtenir des résultats avec une intention à la base qui va être que financière. Même nous, on a besoin de ce côté financier pour vivre. Ben oui. Il n'est pas interdit, mais il ne faut pas le mettre en avant-plan, en avant-première, en plan principal. Premièrement. Deuxièmement, comme je vous ai dit, les acteurs aujourd'hui dans le halal, les distributeurs, les 3 plus gros distributeurs sont non musulmans. Donc le marché ne nous appartient pas. Il faudrait se le rapproprier. Donc Daniel Herzog pour Isla Délice. Ouais. Donc pour Wassila, je vais oublier le nom, l'acteur Wassila, c'est la marque de Casino. Tout à fait, c'est la marque de Casino. Et oui, le propriétaire de Casino, j'ai oublié le nom. Et aussi Regalal. Regalal, tout à fait. Oui. Regalal, c'est la marque de... Alors, c'est la marque qui était certifiée, je crois, à un moment donné par la mosquée de Lyon. Mosquée d'Evry, en premier temps, et je crois mosquée de Lyon. C'est AVS qui a mis en place. Au début, c'était AVS. Ça a été lancé avec la marque AVS. D'accord. Donc, la même chose pour vous. Iqbar, qu'est-ce que vous voyez comme... Vous qui êtes en plus à plus de 30 ans dans le métier, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'on avance dans le bon sens, que vous expliquez depuis pas mal de temps? Pour moi, c'est la question que vous avez, les marchés, ça concerne les clients. D'accord, c'est le client. C'est les clients. Si les clients n'achètent pas, il n'y aura pas. Celui qui a mis un produit qui est bas de gamme, qui n'est pas certifié halal, qui n'est pas qualitatif, les clients n'achètent pas, ça va s'arrêter. Donc le client, il doit... Ça dépend des clients, c'est les clients qui décident. C'est ça en fait. Hein. Ouais. Aujourd'hui... Donc le client, en gros, il faut qu'il arrête d'acheter les yeux fermés, il faut qu'il se renseigne. La formation, elle est là, parce qu'on dit qu'il faut informer. Mais l'information, elle existe. Non, tu sais, la vérité, il est devant toi. Quand tu rentres dans une boucherie musulmane, tu dis salam alaikum, les gars te répondent alaikum salam. Et tu lui poses la question, c'est halal? Il te dit oui, c'est halal. Mais qu'est-ce que tu vas chercher plus? C'est la viande. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui sont des Maghrébins, qui sont âgés, des dames. J'ai posé la question, pourquoi tu achètes là? Je t'avais déjà dit que c'est pas halal. Il me dit, regarde, c'est un frère musulman. Qu'est-ce que tu vas répondre? Bah donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est-à-dire qu'on les invite à quoi? À se renseigner. C'est les bouchers, moi j'ai dit, c'est les bouchers musulmans qui doivent commencer par régler ce problème du halal. Ils n'achètent plus la viande à Rungis pour dire qu'ils vendent de la viande pas chère. Mais comme disait Sef, le boucher, lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire de la rentabilité, du chiffre d'affaires, malheureusement. Ça, des gens, vous en trouvez de partout, dans toutes les communautés. Donc moi, je pense que votre appel, il est intéressant et pertinent. C'est-à-dire que le consommateur, à un moment donné, il faut qu'il prenne... Parce que c'est la seule solution, au final. Tout à fait. C'est la solution la plus rapide. Donc c'est la solution la plus courte en temps, puisque... C'est très simple. Il y a l'offre et la demande. S'il n'y a plus la demande, l'offre va baisser, même changer. Notamment, on parlait de VSM, c'est-à-dire que c'est marqué parce que il y a obligation pour l'industriel d'indiquer noir sur blanc quand il y a de la VSM, c'est de l'indiquer. Donc dès lors, on regarde le produit. Moi, je sais que moi, c'est ce que je fais. Par exemple. Moi, dans les produits de la VSM, tu as les produits cachers. Ceux-ci sont hot dog, salami, et mortadelle, jambon de dinde, jambon de volaille. Pas de dinde, jambon de volaille. Et après, ils ont fait des nuggets cordon bleu. Donc le fameux saucisson, les nuggets, les cordons bleus, la mortadelle, voilà, c'est les produits qu'il faut surveiller. Tous les produits élaborés qui peuvent faire de la vaisselle. Et puis, Safe, c'est peut-être pour vous le mot, c'est consommons moins et consommons mieux. Je pense que c'est ce qui est aujourd'hui... plus qualitatif. Plus qualitatif. Moins et plus qualitatif, surtout quand il s'agit de la viande. On sait que ce n'est pas conseillé d'en consommer 3 fois par jour. Et puis on a des produits, je rappelle, hein, on a la boucherie La Loyau qui est située à Villeneuve-la-Garenne. Villeneuve-la-Garenne. On a les produits, moi je rappelle, hein, et je le rappelle aux téléspectateurs, moi personnellement, j'ai des enfants, donc depuis que j'ai appris pour la VSM il y a quelques années, quand j'ai envie de me faire une bonne raclette, moi je vais à Pantin et je prends les produits d'Hélice Iqbar. Et puis, alors d'autres vous répondrez, oui, mais
le prix, etc., c'est pas non plus énorme. Ça reste raisonnable. Ça reste vraiment raisonnable pour tes produits de qualité. Et là, je fais pas la promotion, je le pense sincèrement. Donc, à un moment donné, encore une fois, c'est le consommateur. Hein. C'est lui qui doit prendre ses responsabilités. Les médias, suivre les médias qui s'occupent. Tout à fait. Le message que moi j'ai pas, c'est tout dépend du consommateur. Tout à fait. Donc c'est le mot de la fin, hein. On lance un appel, donc le consommateur. On est tous des consommateurs, parce que bon, après voilà, le consommateur. En tout cas, moi je vous remercie infiniment, il y en aura peut-être d'autres. À l'occasion, je voulais saluer aussi notre frère Food Ethic, qui justement fait ce travail-là. Food Ethic, donc on rappelle, c'est un média. C'est un média sur Facebook. Exactement, qui fait un travail sur les réseaux sociaux. Non, on va bien qui fait un. D'ailleurs, il est à l'origine de cette rencontre. Hein, c'est lui qui a l'initiative, etc. Donc il fait un travail extraordinaire. Donc on rappelle Food Ethic sur les réseaux sociaux, qui interviewe tous les points de vente de qualité. Qui met en avant toutes les initiatives un peu de qualité. Un peu innovantes ou de qualité qui se font. Food Ethic, on ne manquera pas de suivre. Voilà, moi je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. Puis il y en aura peut-être d'autres. Inch'Allah. Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une autre émission de la lucarne de l'entrepreneur. Merci.